Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La politique, ce sont les idées, a déjà écrit le grand critique Albert Thibaudet. Ce ne sont pas que des intérêts qui s'affrontent dans la cité, mais des visions du monde, des valeurs, des idéaux, des mythes, des passions. Qui s'engagent dans la cité ne cherchent pas seulement à imposer ces idées, mais aussi à définir le cadre dans lequel elles s'exprimeront. En d'autres mots, ils cherchent à définir le principe de légitimité qui commande la vie commune. C'est ce que plusieurs appellent la métapolitique. C'est ce que d'autres appellent la guerre culturelle. Mon invité d'aujourd'hui, en plus d'y participer, a cherché à la théoriser dans son ouvrage Courage, manuel de guérilla culturelle. C'est avec grand plaisir que je reçois le journaliste et essayiste François Bousquet. François Bousquet, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, première question, toute simple, mais assez large finalement. On utilise souvent ces termes guerre culturelle, bataille culturelle, métapolitique, pour parler de ce combat politique qui n'est pas que strictement électoral, qui porte sur les représentations, qui porte sur l'imaginaire. Comment pourrait-on définir la guerre culturelle, la bataille métapolitique? La guerre culturelle, alors évidemment, c'est le champ de la polémologie, c'est le champ de la guerre. Ça peut évoquer dans l'esprit de vos auditeurs la violence. En fait, c'est la violence, une violence d'abord sémantique, une violence politique. Ce terme guerre culturelle est très ancien, mais c'est surtout Antonio Gramsci, grand théoricien communiste italien, qui dans ses cahiers de prison, puisqu'il a été emprisonné par le régime fasciste dans les années 1920, a développé l'idée que le pouvoir, en particulier dans les pays d'Occident, dans les pays d'Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, le pouvoir ne s'adossait à une société civile. Et cette société civile, elle dirige les esprits. Donc le pouvoir culturel, la guerre culturelle, c'est le champ de l'hégémonie dans l'univers des idées, dans l'univers des représentations, des mythes, des croyances. Qui contrôle ce champ de la culture contrôle les esprits. Alors, on dit aussi métapolitique quelquefois. Pourrait-on dire que aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, après l'illusion post-guerre froide d'une politique consensuelle, strictement gestionnaire, technicienne, où tout le monde communierait aux mêmes idéaux tout en divergeant sur les moyens, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de guerre culturelle ouverte dans les sociétés occidentales? J'entends par là une remise en question du principe de légitimité dominant, une bataille ouverte sur les concepts fondateurs même de la démocratie, de la nation, de la cité. Oui, on est de fait aujourd'hui, la guerre culturelle traverse toutes les sociétés. Mais de fait, il y a des sociétés consensuelles dominées par le schéma de l'unanimisme. 2 Français sur 3, c'est le modèle giscardien, qui sont des sociétés non clivantes. Donc des sociétés consensuelles. Aujourd'hui, c'est une société dissensuelle qui se polarise autour de plusieurs blocs, en particulier autour de 2 blocs. Un bloc historique, on y reviendra puisque ça a une définition très précise, ce bloc historique, en particulier dans la question du combat culturel. Et face à ce bloc historique des élites, de la mondialisation, du monde tel qu'il va depuis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pôle d'opposition qui est en train de se constituer, de se cristalliser un peu partout dans les pays occidentaux. Donc la société est en train de se scinder en deux. Il semblerait même que d'un bloc à l'autre, il n'y ait plus de dialogue possible. Je ne vois pas quel dialogue peut nouer un électeur de Trump aujourd'hui avec un électeur d'Hillary Clinton ou de la personne qui recevra l'investiture démocrate. Je ne vois pas quel dialogue possible il peut y avoir entre un électeur de Marine Le Pen, ou en l'occurrence un gilet jaune, ou un fan de Johnny Hallyday, si vous voulez, ou si vous préférez, et un électeur de Macron, un technocrate proche du pouvoir macronien, un cadre supérieur. Donc la société est vraiment en train de se fracturer, et on assiste à un moment très très intéressant, puisque la notion de bloc historique, je vais m'arrêter un petit instant sur elle, parce qu'elle est vraiment centrale, cette notion de bloc historique. Je reviens en arrière, je reviens à Gramsci. Gramsci dit que le pouvoir repose sur 2 choses. On s'est toujours heurté à cette définition du pouvoir. Il dit que le pouvoir, ça n'est pas seulement la potestas, ça n'est pas seulement le pouvoir politique, ça n'est pas seulement l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le pouvoir, c'est aussi autre chose. C'est quoi cette autre chose? Eh bien, c'est ce qu'il appelle la société civile, reprenant le terme à Hegel. La société civile, c'est donc cette direction des esprits. Qui dirige les esprits? Au fond, c'est le surmoi des sociétés.
Et un bloc historique est quelque chose d'indestructible, nous dit Gramsci. Pourquoi c'est indestructible ? Puisque c'est le pouvoir politique, le pouvoir de coercition, donc celui de l'administration, celui de la police, celui de la magistrature, qui s'adosse à un pouvoir culturel, qui le protège des crises, qui le protège des révolutions, qui le protège des insurrections. Et quand vous avez cette alliance, qui est un fusil à deux coups, qui est un dispositif à deux coups en fait, le pouvoir politique stricto sensu et le pouvoir culturel stricto sensu, vous êtes inamovible, vous êtes indéracinable. Et les sociétés qui ont été les nôtres pendant les 30 Glorieuses étaient indéracinables, puisque la société civile portait, confortait, supportait le pouvoir politique. Or aujourd'hui, on assiste à un divorce progressif entre la société civile et le pouvoir politique. Et c'est dans cet interstice, dans ce hiatus, que va se jouer les nouvelles guerres culturelles en train de se déployer. Alors, je me permets de vous relancer un instant sur l'idée que vous avez lancée, comme quoi le dialogue est de plus en plus difficile à imaginer entre un électeur, par exemple, de Trump et un électeur d'Hillary Clinton, ou à l'européenne, on pourrait dire entre un électeur dit populiste et un électeur dit progressiste. Est-ce que pourtant, le fait même de refuser d'en venir à la violence, c'est-à-dire la violence qui implique une logique de guerre civile, le fait d'agir dans les institutions, d'accepter le résultat des urnes, de faire appel aux textes, aux écrits, aux discours, est-ce que néanmoins ça repose pas implicitement sur l'idée que même si nous ne parviendrons pas à nous entendre, nous demeurons dans les paramètres de la conversation démocratique? Alors ça, c'est l'objectif du principe de délibération qui serait transparent à lui-même, qui est porté par quantité de philosophes, de constitutionnalistes, mais il repose sur un présupposé, c'est que le modèle démocratique fonctionne. Or, au cœur de la crise populiste, il y a une crise du modèle démocratique. Pour reprendre les termes de Patrick Buisson, en revenant à l'étymologie de démocratie, c'est à la fois le démos, c'est le kratos, donc c'est le peuple. Et le kratos, c'est le pouvoir. Or, on assiste aujourd'hui, là aussi, à un divorce entre un pouvoir sans peuple et un peuple sans pouvoir. Et donc, si le peuple a le sentiment de plus en plus légitime, qu'il n'est pas représenté, quand je dis de plus en plus légitime, il suffit de regarder les référendums de Maastricht et surtout celui sur la Constitution européenne, validé majoritairement par le peuple français et écarté par la Chambre des représentants, par les élus, les députés et les sénateurs. Plus largement, 2017 et la séquence 2017 est fascinante, puisqu'on a à peu près 43% au premier tour de vote populiste. Si on veut bien admettre que Mélenchon a fait une campagne populiste. Mais en additionnant les voix de Mélenchon, Dupont-Aignan et Marine Le Pen, on a 43% de populistes. Or, un mois et demi plus tard, lors des élections législatives, ce vote populiste n'a que 4% des représentants. Donc cette crise de la démocratie la délégitime de fait. D'où la violence des gilets jaunes, d'où la violence de plus en plus, alors elle est encore larvée bien sûr, des insurrections. On est très loin des schémas insurrectionnels auxquels la France a été coutumière au XIXe siècle. Pour autant, le modèle démocratique traverse une crise si profonde qu'il ne répond plus à cette exigence de la pacification des conflits à travers la mise aux voix. Alors, dans votre ouvrage, vous réfléchissez aux conditions de la contestation de cette hégémonie que certains diront progressiste, d'autres diront globaliste, d'autres diront de gauche, en des termes peut-être un peu anciens. Vous réfléchissez aux conditions de la bataille culturelle, de la guérilla culturelle plus exactement. Donc, la notion de guérilla implique l'idée d'une bataille irrégulière, implique l'idée des marges, implique l'idée de la périphérie. Comment expliquer l'idée que ce que vous appelez le bloc populiste d'une manière ou de l'autre se retrouve sur le plan culturel dans une stratégie non pas d'affrontement ouvert, mais une logique de guérilla qui l'oblige à redéfinir son action, à tirer à partir des marges, à se définir de manière transgressant les règles de la politique ordinaire? Parce qu'il a perdu le combat culturel, il l'a perdu dans toutes ses largeurs, de part en part. J'ai l'habitude de dire que quand bien même le gauchisme culturel, appelons-le le gauchisme culturel, pour reprendre une formule de Jean-Pierre Le Goff, contrôle l'ensemble des institutions, donc sur lesquelles il a une rente de monopole. Pour autant, il est en train... Donc pensez les médias, les tribunaux. Médias, magistrature, université, théâtre, l'ensemble du champ culturel. Il a une mainmise totale. C'est une hégémonie quasi complète. Pour autant, après le temps des théologiens, après le temps des philosophes, vient le temps des exorcistes. Et nous sommes confrontés, vous en savez quelque chose, puisque quantité de vos papiers dans le Figaro Vox portent sur le sujet, une déconstruction, en réalité, de ce phénomène d'hystérisation et d'exorcisme qui s'est emparé en particulier de cette sphère du gauchisme culturel sur les campus américains. Toujours est-il que nous ne contrôlons pas l'institution. Premier point. Deuxième point, c'est la diabolisation. C'est pas la peine de faire un dessin, mais nous sommes rapidement diabolisés. Une des vertus de la diabolisation, c'est qu'elle autorise, elle conforte notre adversaire, sinon notre ennemi, dans son souci de nous nier.
Si nous sommes le diable, il peut recourir contre nous à tous les outils pour lesquels on doit chasser le diable d'un possédé ou d'un démon. Autre point auquel il recourt, c'est l'infériorisation. Jamais à l'époque, aux rigueurs du Parti communiste, les politologues n'ont osé traiter les électeurs communistes comme ils traitent aujourd'hui les électeurs du Front National. Je m'explique. L'électeur du Front National moyen, le prototype de l'électeur du Front National, du RN, c'est quelqu'un qui est bas de plafond, qui est mal, donc a priori il relève de la critique de MeToo, qui a un faible niveau d'études, donc c'est à peu de choses près à demeurer. Et si vous regardez bien dans le détail, ce sont les critères du racisme tel qu'il était appliqué, du racisme historique au XVIIe siècle, à l'encontre des races dites inférieures. Donc il est infériorisé. Et l'autre point, désormais, qui était spécifique au régime soviétique, c'est la médicalisation, c'est la psychiatrisation. Donc le système recourt à ces 4 outils pour nous invisibiliser. Donc nous avons totalement disparu de l'espace public. Comment pourrions-nous affronter, au vu de ce diagnostic, comment pourrions-nous affronter un Moloch tout-puissant, un Léviathan tout-puissant, ce gauchisme culturel? Nous ne pouvons pas. La guerre culturelle donc présuppose que nous recourions à la fois à des modèles stratégiques, tactiques, mais aussi à un lexique guerrier, à un lexique militaire. Et m'appuyant sur ce lexique militaire, j'en viens à dire que nous ne pouvons pas faire de la guerre culturelle. Si nous faisons de la guerre culturelle, c'est imaginer un Algérien du FLN se livrant à une guerre symétrique, à une guerre conventionnelle face au général Bijard. Il est balayé. Les forces armées algériennes indépendantistes sont balayées. Donc elle recourt à une autre guerre, qui est la guerre de rupture, théorisée par feu le cher maître Jacques Vergès, qui s'est rapproché des univers qui me sont familiers à la fin de sa vie. Donc ça a obligé en particulier les peuples du tiers-monde, mais pas seulement du tiers-monde, à recourir à une autre forme de guerre, une guerre non conventionnelle, ce qu'on appelait autrefois les petites guerres. Et le terme guérilla vient de la révolte de la société civile, mais très peu nombreuse. C'est 30 000 hommes entre 1808 et 1813 contre la principale armée d'Europe, l'armée de Napoléon. Et donc cette guérilla a été inventée par des populations civiles pour défier, pour attaquer des militaires, une armée constituée telle que pouvait l'être la Grande Armée. Nous ne pouvons pas, c'est l'une des thèses principales du livre, pour ça que je parle de guérilla culturelle, non pas de guerre culturelle, nous ne pouvons pas affronter notre adversaire d'égal à égal. Nous sommes, pour recourir à des termes familiers aux oreilles du sociologue que vous êtes, nous sommes, que vous êtes aussi, nous sommes des outsiders. Et la sociologie a pris l'habitude, en particulier la sociologie de la déviance, à distinguer entre l'outsider et l'insider. L'insider, c'est celui qui est dans la place, et l'outsider, c'est celui qui n'est pas dans la place. Or, nous ne sommes pas dans la place. Toute l'ironie de cette chose-là, de cette théorie, entre autres, c'est qu'elle s'applique exclusivement aux minorités dans l'espace de sciences humaines académiques, puisque on nous explique du matin au soir que les minorités sont des outsiders hors du circuit. Or, nous savons que ça n'est pas le cas. Nous sommes confrontés à une domination du phénomène minoritaire et nous, majoritaires, avons été exclus du champ social. Donc, à la lumière de tous ces constats, j'en viens à dire que nous devons recourir à une autre forme de guerre. Et cette guerre, donc, c'est la guerre dite asymétrique, c'est la guerre du faible au fort, du petit au gros, et c'est un modèle qui peut se prévaloir d'exemples illustres. Le premier d'entre eux, le plus connu, il est tiré de la Bible, c'est David. David bat Goliath avec sa fronde, le petit David bat le géant avec sa petite fronde, et les Américains, je le recense dans le livre, qui aiment beaucoup établir des inventaires, des livres des records, se sont amusés à recenser à travers l'histoire de l'Occident sur 2700 ans, 3000 ans de bataille, les guerres entre David et Goliath. Et ils en arrivent à la conclusion suivante, qui est très parlante et très suggestive. Lorsque David se bat contre Goliath en recourant aux armes de Goliath, c'est-à-dire le duel, le face-à-face, le vis-à-vis, le champ de bataille, la guerre réglée au fond, 2 fois sur 3, il est balayé. Or, à l'inverse, quand David affronte Goliath sur son terrain à lui, à celui de David, celui de la symétrie, 2 fois sur 3, il gagne. Beaucoup d'efficacité. Raison pour laquelle j'essaye de m'appuyer sur lui. Mais reste encore, j'en parle un petit peu dans le livre, la Nouvelle Librairie en est un exemple, reste encore à inventer les modalités qui permettront de déployer dans l'univers politique toutes les ressources que contient la guérilla culturelle. Alors vous défendez cette idée dans votre livre justement que les minorités font l'histoire. Cette idée qui
qui semble contre-intuitive à la psychologie démocratique, c'est-à-dire c'est la majorité qui décide, c'est la majorité qui oriente, les processus électoraux permettent au peuple, dans son expression majoritaire, de conduire les grandes orientations collectives. Or, vous nous dites qu'il suffit en fait d'une minorité têtue, pugnace, pour être capable de changer les termes, je le dis de manière assez large, les termes du débat public, de changer l'orientation même d'une société. Cette idée des minorités agissantes, on la retrouve aussi dans l'histoire de la pensée politique. Elle est portée par exemple par Lénine, pour reprendre une figure classique. Elle est présente aussi dans la pensée des années 60-70, on se réfère aux groupes qui sont capables justement d'avoir une initiative sociale, de changer les termes du débat dans une société un peu congelée. Développer un peu sur cette idée des minorités agissantes capables de changer le sens de l'histoire. Alors, quand vous parlez des années 60, il y a c'est Moscovici qui avait théorisé, le père du commissaire européen qui avait théorisé les minorités agissantes. Oui. Mais il y a également Deleuze, mais il y a toute la French Theory qui a développé cette idée que le minoritaire, des nouveaux formes d'activisme minoritaire. Mais c'est fondamentalement cette question des minorités, on la retrouve chez Tocqueville, oui. On la retrouve chez tous les penseurs, les grands-pères du libéralisme politique. Il y a une hantise du phénomène majoritaire, il y a une hantise chez tous les grands théoriciens libéraux, donc Tocqueville, mais pas seulement lui, Constant et quantité d'autres. Il y a une hantise que la majorité s'érige en absolutisme, en despote. D'où les contre-pouvoirs de Montesquieu jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de neutraliser le potentiel absolutiste du phénomène majoritaire. Donc c'est à la fois une alliance, on retrouve au fond les libéraux et les libertaires, on les retrouve dans cette hantise du phénomène majoritaire. Le paradoxe de nous populistes, parce que je suis d'abord populiste plus que conservateur pour des questions familiales en réalité, puisque on est qui relève de l'univers l'univers environnement qui est le mien. Je viens du monde de la boutique, du monde de Louis-Ferdinand Céline, de Maurras Crédit, donc je suis très sensible au phénomène populiste. J'en connais les limites, mais enfin c'est aussi le mien. Ce qu'on appelait autrefois les petits bourgeois, puis les boutiquiers, puis les poujadistes, et aujourd'hui les populistes. Le paradoxe, c'est que venant de ce monde-là, j'ai bien conscience qu'il ne peut pas exercer seul le pouvoir. Moi, je rêverais d'une alliance conservateur-populiste. Dans l'absolu, c'est l'alliance que je chéris le plus, puisque le conservatisme fait le pari de l'élite contre le peuple, et le populiste fait à l'inverse le pari du peuple contre les élites. Et si on pouvait réunir les deux, adosser ce peuple, la puissance de ce peuple qu'a célébré Péguy, qu'a célébré Bernanos et quantité d'autres, à une élite digne de ce nom, là je crois que pour le coup il y aurait des réserves d'énergie fantastiques. Ceci dit en guise de préambule, donc c'était pour souligner le paradoxe qu'un populiste en vienne à faire l'éloge des élites, en tout cas des minorités agissantes. Oui, de fait l'histoire est portée par la célèbre loi de Michel, sur la loi des reins de l'oligarchie, c'est que tous les systèmes ont vocation, par nature, génèrent et produisent leur propre élite, qui est appelée à diriger la société. Le schéma démocratique présuppose la doctrine, pour reprendre des termes américains, la doctrine du citoyen omnipotent. Or, il n'y a pas de citoyen omnipotent. La politique est chronophage. Nous sommes pris par nos familles, nos vies de famille, par l'éducation de nos enfants, par nos travaux professionnels, par nos travaux alimentaires, Et il est très difficile de s'investir dans la société, d'où les limites, en particulier de la démocratie dite participative. Il est très difficile de participer. Donc, il y a quantité de freins à cette doctrine du citoyen omnipotent. Nous ne pouvons pas être omnipotents. Nous ne pouvons pas. C'est pour ça que le tirage au sort me semble une lubie. On ne peut pas tirer au sort sur des problèmes tels que le nucléaire ou très techniques. On ne peut pas demander à des gens de s'improviser experts et compétents. Donc oui, les minorités ont un rôle agissant dans l'histoire. Mais quelle minorité ? Il faut s'entendre sur ce que nous entendons par minorité. Est-ce que ce sont des minorités qui sont déliées du lien social ? C'est le cas aujourd'hui. Ou alors des minorités, c'était l'aristocratie dans les sociétés organiques, qui avait un devoir de réciprocité. C'est ainsi que le concevaient en particulier les doctrinaires du catholicisme social. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je m'appuie sur les travaux de Nicolas Nassib Taleb qui sont assez parlants. Je vais donner quelques exemples. Il montre qu'une minorité intransigeante, une minorité intolérante, a un pouvoir d'action considérable. Lui, il la chiffre à 3%, mais peu importe, 3, 5, 10%, qu'importe. En tout cas, le minoritaire a un pouvoir de contrainte très fort, pour peu
qu'il s'en tienne à son catéchisme, à son corps doctrinal, hein, pour peu qu'il ne le négocie pas. En fait, c'est une invitation au refus de la négociation. La manière dont le véganisme est en train de s'imposer en France, qui était un pays qui résistait par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, je sais pas ce qu'il en est pour l'Amérique du Nord, hein, mais en tout cas par rapport à l'Angleterre, nous avions du retard pour recourir, pour adopter le point de vue antispéciste et vegan. Hein. Mais les végans ont un pouvoir de prescription, un pouvoir de contrainte, hein, qui est celui de la minorité intolérante. D'abord sur des petits cercles, hein, de reformation. Le cercle familial, hein, votre enfant, votre fille, votre fils est vegan. Hein. La famille se met au régime vegan au bout de 6 mois, sous la pression, sous l'insistance, hein, sous la force de la foi qui anime le vegan. Hein, le vegan. Hein. Donc les minorités ont un pouvoir assez considérable. Hein. La sociologie des religions a pris l'habitude de distinguer en termes neutres, hein, la religion de la secte. Hein. La secte demande beaucoup à peu de gens. La religion demande peu à beaucoup de gens. Tout l'art de la fabrication du religieux ou de la religion officielle, de la religion institutionnelle, hein, c'est l'aptitude de la secte, hein, à se transformer en religion. Mais au départ, elle demande beaucoup à peu de gens. On sous-estime, là encore, on est aveuglé par les processus de délibération démocratique qui sont truqués. Je l'ai évoqué en début d'émission, ils sont truqués puisqu'il y a toute une partie du vote, hein, de l'abstentionniste à l'électeur populiste, qui a été exclu des débats et de la représentation. Donc il est truqué. Mais cela étant dit, on est quand même aveuglé par l'idée que tout se négocie. Non, tout se négocie pas. Il y a aussi des rapports de force. Hein. Quelle est notre capacité à instaurer un rapport de force et éventuellement à le gagner? C'est la démarche, hein, qui anime la méthode des minoritaires. Hein. Et elle est forte en France, hein, en Occident, d'une expérience vieille maintenant d'un demi-siècle, hein, qui a produit des effets colossaux. Foucault avait parlé de nouveaux mouvements sociaux, les NMS, qui étaient à la mode dans les années 60. Hein. Les minoritaires s'étaient rendus compte, minoritaires sexuels, ethniques. Hein. Aujourd'hui, ils ont explosé. Les trans, l'intersexualité, l'indigénisme. Mais au départ, il y avait les deux pôles, hein, sexuels et ethniques et religieux. Ethno-religieux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires au sein de tous les appareils de pouvoir classiques. Hein. Dans le syndicat, ils sont minoritaires. Donc ils n'ont pas droit de cité dans le syndicat. Dans les églises, ils sont minoritaires, dont ils n'ont pas droit de cité. Même chose pour les partis politiques. Hein. Donc ils ont choisi de recourir à une méthode asymétrique, qui est celle non plus du faible au fort, mais du minoritaire au majoritaire, hein, en instaurant partout où ils le pouvaient du rapport de force. Je vous relance sur cette idée, un rapport de force à l'avantage d'un minoritaire intransigeant. Pour la mouvance populiste à laquelle vous vous identifiez aujourd'hui, quels seraient justement les lieux ou de quelle manière aussi pourrait-on dire le populisme peut-il être capable d'inverser le rapport de force à son avantage malgré son désavantage symbolique, malgré son désavantage politique, son désavantage culturel? Comment peut-il adapter cette stratégie à notre époque? Alors l'autre thèse du livre, il y a une thèse qui est consacrée à la guérilla culturelle plutôt que la guerre, et l'autre qui donne le titre principal au livre, qui est la question du courage. Hein. Les populistes peuvent s'appuyer, sont forts d'un vivier de voix colossal. Hein. Si je m'en tiens à ce que dit Guy Louis, mais Vermeuren, quantité d'essayistes français, Jérôme Sainte-Marie récemment, les populistes sont majoritaires en France. Hein. Ils sont numériquement majoritaires, mais politiquement et électoralement minoritaires. Hein. Donc il y a un problème majeur au sein des populistes, hein, qui est l'aptitude des populistes, hein, à traduire leur importance numérique, hein, en pouvoir politique, ce qui n'arrive pas aujourd'hui, pour quantité de raisons sur lesquelles il serait trop long de s'attarder, mais la raison principale, me semble-t-il, hein, c'est que les populistes, en tout cas les populistes français, ne sont pas à la hauteur des enjeux et des ambitions de leur électorat. Mais ce à quoi le livre invite, hein, c'est presque une exhortation, toute chose égale par ailleurs et toute prétention mise à part, hein, c'est un appel, hein, à toutes les élites, hein, les élites conservatrices, les élites catholiques, les élites révolutionnaires conservatrices, hein, à faire leur coming out, à s'afficher, à assumer, à être des minoritaires au fond, à être une avant-garde marxiste-léniniste, hein, pour parler comme la Révolution, à être une avant-garde léniniste, hein, du grand réservoir de voix populistes. Hein. Donc à s'afficher, donc à s'affirmer, donc à
afficher de ce que nous essayons de faire ici, à notre petit niveau, à afficher l'étendard, à avancer sans masque, à tomber les masques, pour redevenir ce que nous avions toujours été, redevenir courageux. Les populistes resteront orphelins, on l'a vu avec les gilets jaunes, le spontanéisme est appelé à retomber, les névroses, le narcissisme des petites différences au sein des chefs des gilets jaunes ont fait que ça n'a pu déboucher sur rien. Donc les populistes, c'est la thèse entre autres d'un essayiste remarquable, je trouve, Vincent Coussedière, dans son éloge du populisme, c'est que le populisme est la demande du peuple à être bien gouverné. Je crois que le peuple, c'est ce en quoi je me distingue en particulier des gauchistes sur les ronds-points dans la deuxième période des Gilets jaunes, qui ont mis le référendum d'initiative populaire sur la table et surtout les questions de démocratie directe, référendaire et participative sur la table. Je crois que le peuple, faute de temps, parce que la politique est chronophage, le peuple cherche le bon pasteur, cherche la bonne autorité. Et c'est la demande populiste porte surtout là-dessus. C'est cette quête, jusqu'à présent désespérée, cette quête vaine pour l'heure, en tout cas en France, du bon pasteur, pour pas recourir à un langage chrétien, ou alors du chef autoritaire, pour recourir à un langage bonapartiste, qui pour l'heure fait défaut. Alors, vous développez sur cette idée du courage, cette idée que trop longtemps les forces, appelons ça d'opposition au système, entre guillemets, on cherchait à jouer la carte de l'opposition respectable, c'est-à-dire en acceptant d'être le méchant parlable à l'intérieur du système médiatique, dans une forme de comédie du désaccord où il y aurait le contradicteur légitime qui accepte de se faire un peu secouer, mais qui en échange de sa place dans le système, donc à la manière finalement du contradicteur légitime. Or, vous nous dites, cette stratégie, soit, je dirais pas d'entrisme médiatique, mais de respectabilisation de la dissidence a échoué ou va échouer inévitablement. Et il faut penser les choses autrement, marquer une dissidence plus marquée, une rupture plus marquée, intransigeante, pour reprendre vos mots. Pourquoi la possibilité d'un désaccord à l'intérieur du système médiatique est-elle condamnée à échouer? Et que veut dire, dans ce cas, avoir une authentique rupture avec ce système dans la manière de débattre avec lui? Moi, je suis obligé de dire qu'elle a échoué si on écarte quelques noms, dont le vôtre, ou dont celui de Zemmour. Mais vous êtes des exceptions au cœur du système, et ces exceptions nourrissent, pour rebondir sur ce que vous disiez, pour ce qui me semble être une fiction de pluralisme. C'est le boc-côté qui cache la forêt, c'est le Zemmour qui cache la forêt, mais derrière c'est rien. Et pour un boc-côté, c'est 1000 intellectuels organiques du système. Pour un Zemmour, c'est 1000 intellectuels ou intellectuels organiques du système. Qu'est-ce que je constate depuis 30 ans que je fais du combat culturel au sein de l'univers du livre, au sein de la presse? Je constate que nous avons reculé partout. Nous avons reculé massivement. Donc le constat est, nous avons reculé parce que cette stratégie de respectabilisation, c'est le bon mot que vous employez, produit de l'eau tiède, aboutit à lisser les discours, aboutit à normaliser les discours, et entretient cette fiction d'une démocratie qui est en crise, pour autant, d'une démocratie qui est bafouée, d'une démocratie qui est confisquée, d'un débat public qui est confisqué. Donc je crois que ça ne marche pas. À quelques exceptions près, moi je constate depuis 30 ans que les gens qui rentrent ne ressortent pas. Ne leur en déplaise. Je le constate. En fait, vous avancez même l'idée dans le livre que c'est plutôt ceux qui sont déjà dans le système et qui en sortent, mais à leurs conditions, qui réussissent à changer les termes du débat. Vous parlez de ceux qui, autrement dit, disposaient déjà d'une certaine légitimité, et qui rompent avec le système, qui réussissent à avoir le plus grand écho, le plus grand effet dans leur dissidence. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous rentrez dans le système vous absorbe. Et quand vous êtes, comme moi, en tout cas au départ, en dehors du système ou dans les marges du système, ou dans cet entre-deux, les arcanes entre la périphérie et le centre, ce qui est mon cas, vous ne pouvez pas peser sur le système. La seule manière de peser sur le système, c'est de faire dissidence en son sein. C'est le modèle des écrivains des soviétiques. Une fois que les Blancs ont été, soit ont immigré, les Blancs, donc les impériaux, bien sûr. Ont émigré en Allemagne, en France. Une fois qu'ils ont été déportés et persécutés, les années 20-25, la dissidence, le nouveau régime de la dissidence se produit à l'intérieur du système. C'est Maïakovski qui se suicide. C'est tous les poètes russes qui sont tués d'une balle en plein front. C'est Solzhenitsyn qui fait 10 ans de camp de travail forcé. Donc c'est au sein du système que vous pouvez produire le plus gros effet de souffle. Les deux exemples les plus parlants pour nous Français, c'est Michel Onfray et Éric Zemmour.
et Finkielkraut. Mais Michel Onfray est un produit du système. Il a 40 bouquins chez Grasset à la rue des Saints-Pères. Donc il est vraiment au cœur du système, chez Antoven et chez Bernard-Henri Lévy. C'est vraiment le cœur de la machine idéologique du gauchisme cosmopolito, culturello, etc. Il fait ses sessions là-dedans. Donc il est évident qu'il peut s'appuyer sur un capital de lecteurs considérable, qui le suivent. Zemmour fait la même chose. Zemmour, c'est un journaliste souverainiste dont le rêve était de faire un front au chevènement séguin. Donc on est loin aujourd'hui de ce Zemmour-là. C'est un Zemmour identitaire aujourd'hui. Hier, c'était un Zemmour souverainiste. Donc je crois que c'est à cette condition-là, oui, que le dissident, en tout cas, est le plus efficace. Mais quel peut être le visage de la dissidence aujourd'hui? C'est-à-dire cette dissidence dans la société occidentale où, en dernière essence, les libertés publiques sont à peu près préservées, où on peut dire quelque chose, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais où on peut quand même parler à peu près librement sans risquer la prison. Comment incarner cette dissidence nouvelle dans la société occidentale contemporaine? Je suis plus nuancé que vous sur les libertés publiques. Elles ont régressé en France depuis la loi Pleven de manière considérable. Philippe Nemo a consacré un livre à la grande régression démocratique qui est fascinant. Lui dit que nous sommes remontés au temps d'Abélard. C'est-à-dire que nous ne jugeons plus des faits aujourd'hui, nous jugeons des intentions. Donc c'est l'intention qui est quasiment pénalisée. Pour autant, nos Bastilles sont mentales. Et l'époque est à la tiédeur, pas au grand mouvement de terreur. Il n'y a pas de goulag qui nous menace. Donc de fait, c'est alors quel visage pourrait prendre la dissidence? Le précédent soviétique est très parlant puisqu'on a une vision du dissident en héros tout-puissant, en martyr tout-puissant. Et il y a eu quantité de dissidents qui ont été des martyrs. Mais le dissident, tel que vous le croisez dans la littérature soviétique, c'est un homme quelconque. C'est la personne qui bâille. Il suffisait de bâiller dans un cours de marxisme-léniniste. Ça faisait de vous un dissident. Il suffisait, il y a quantité de textes fantastiques sur le sujet. Il suffisait de faire un petit graffiti sur la porte des toilettes. Il suffit de rire dans un cours de théorie du genre. Voilà, ouais. Aujourd'hui, il suffit de rire dans un cours de théorie du genre. Ça fait de vous un dissident. Donc tout le monde a vocation à devenir dissident dans une société qui est devenue folle. Moi, je m'appuie sur vos travaux. Ce qui est fascinant quand vous décryptez tout cet univers justement du genre, de l'intersectionnalité, c'est qu'on a affaire à des fous, c'est qu'on a affaire à un monde kafkaïen, ubuesque, surréaliste. Donc il n'est pas appelé à durer. Donc a priori tout homme normal a vocation à devenir dissident, mais le dissident la nouvelle génération nous renseigne sur les phénomènes que peut prendre la dissidence. Au fond, la dissidence ressemble aux outils qui sont les nôtres, aux outils d'expression qui sont les nôtres. Et quels sont ces outils d'expression? Bien, c'est le numérique, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est les gens qui trollent, c'est les gens qui produisent des mèmes, c'est-à-dire qui font du détournement. Ils recourent à des stratégies de subversion ou des stratégies de guérilla sémiotique qui sont des classiques, qui sont des fondamentaux des avant-gardes. Il suffit de recourir à ces outils-là. Ils le font sans le savoir. Ils le font comme M. Jourdain fait de la prose. Mais les jeunes youtubeurs aujourd'hui en vogue, j'imagine qu'il y en a également il y en a des deux côtés de l'Atlantique. Il est normal puisque la société produit ce genre de phénomène. Réinvente les codes de l'avant-garde, qui sont d'abord des codes subversifs. Il faut détourner le sérieux de la théorie du genre. Il faut détourner le sérieux des théories indigénistes. Alors, il nous reste le temps d'une dernière question, d'une brève question. Alors, cette réflexion sur la dissidence laisse croire qu'on ne voit pas, appelons ça la chute du régime à l'horizon. Disons ça, à tout le monde, on la voit pas rapidement. Donc, ce qui implique une éthique, une morale de la dissidence. Est-ce qu'on peut inversement croire que la situation s'accélérerait à un point tel, on parle d'un conflit entre blocs, on parle d'une montée des populistes, on parle d'une société de plus en plus polarisée, est-ce qu'on peut croire que nos sociétés sont sur la voie d'une forme d'accélérateur du conflit et que ces questions se clarifieront plus rapidement qu'on ne le croit dans une espèce de grand désaccord politique ouvert et qui obligerait chacun à prendre son camp? Est-ce qu'autrement dit, nous risquons de passer d'une situation de dissidence ouverte et militante à des sociétés tellement clivées qu'elles redécouvriront la figure la plus grave du conflit politique? C'est le pari que les populistes font.
puisque sans ce pari-là, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. Ils ne peuvent accéder au pouvoir que dans des stratégies de rupture et pas des stratégies de connivence. C'est le pari que nous faisons aussi à la librairie. C'est le pari que nous faisons à Éléments. C'est que la parole que nous portons a vocation à prendre le pouvoir, sinon nous ne ferions pas de politique. Vous, Laronien, vous savez combien le réalisme politique nous sommes de chercher à obtenir le pouvoir, ce que ne font pas aujourd'hui les populistes en France. Cette quête serait vaine si elle ne devait pas aboutir et aboutir à des résultats et produire des résultats. Donc oui, je crois que on assiste. Alors quand on emploie ce type de vocabulaire, on est renvoyé aux années 30, mais alors qu'en réalité, ça appartient au propre du politique. Il y a une montée des tensions, je n'ose dire une montée aux extrêmes, mais le champ politique est vraiment en train de se cristalliser, donc de se décanter, presque au sens chimique du terme. C'est-à-dire que les masques tombent, il n'y a plus d'entre-deux, il n'y a plus de possibilité de grenouiller dans des intermondes. On doit choisir un camp ou l'autre. Et il se trouve que pour la première fois depuis très longtemps, depuis le XIXe siècle, en particulier en France, un bloc est en train d'émerger et qui est en mesure, on en est encore loin, mais qui est en possibilité virtuellement de mettre en péril le bloc, ce qu'on appelle le système avec un grand S, le bloc historique au pouvoir. Donc je crois, oui, qu'on assiste à une montée des tensions dans un contexte d'avant-guerre larvée, je n'ose dire d'avant-guerre civile, sinon d'avant-guerre religieuse. On assiste à une montée des tensions et une montée aux extrêmes. Alors sur ces paroles, François Bousquet, je vous remercie de votre passage aux Idées mènent le monde. Merci Mathieu Bocoté. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.